Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Quand j'étais adolescent, j'ai passé des heures sur un jeu vidéo qui s'appelle Transport Tycoon. C'est un jeu où on monte une entreprise de transport et l'objectif c'est de développer des lignes de bus et de trains plus vite que ses concurrents. Moi, pour essayer de gagner, ma technique c'était transporter plus de tout. Plus de charbon, plus de bois, plus de céréales et aussi plus de gens. C'était un truc bizarre dans ce jeu, les passagers c'était une marchandise à faire voyager comme n'importe quel autre. C'était même un truc assez mécanique pour gagner. Plus on mettait de bus, plus il y avait de passagers, plus on avait de passagers, plus la ville s'agrandissait. Sauf que dans la vraie vie, nous les humains, on se comporte pas exactement comme dans un jeu vidéo. Pour faire face au changement climatique, on sait qu'il nous faut prendre plus les transports en commun. Mais en France, la voiture individuelle, c'est le mode de transport principal de 60% des habitants. D'ailleurs, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, on en a déjà parlé dans ce podcast, notamment avec le chercheur Aurélien Bigot. Mais il y a aussi des raisons à ça. En France, 18 millions de personnes n'ont accès à aucun réseau de transport public. A l'inverse, en région parisienne, il y a un certain nombre de lignes qui sont saturées et qui ont du mal à accueillir de nouveaux voyageurs. Pourquoi est-ce que c'est si important de développer des transports collectifs ? Est-ce que c'est toujours une option plus écologique que la voiture ? Pourquoi on n'arrive pas à déployer rapidement des métros, des bus, des trams ? Comment nous pousser à lâcher nos voitures pour aller vers plus de transports en commun ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Juliette Mola est géographe, maîtresse de conférences en urbanisme et aménagement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste des politiques de mobilité, de l'urbanisme et du transport. Bonjour Juliette Mola. Bonjour. Alors Juliette Mola, peut-être qu'on peut commencer par le début. Les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, dont une grosse partie est la voiture, et ça baisse pas vraiment. Est-ce que les transports publics, c'est toujours moins émetteur que la voiture ? Est-ce qu'on sait faire la différence entre le tram, le métro, le RER, etc. Alors là, on peut s'appuyer sur des données de l'ADEME, donc qui montrent que, par exemple, si on prend le tramway et le métro, pour 1 kilomètre, pour un voyageur, c'est 5 grammes de CO2, alors que ça va être 5 fois plus pour un TER, et puis autour de 130 grammes lorsqu'on utilise une voiture. Donc, les différences sont très marquées entre les modes ferroviaires et les modes routiers. C'est un peu moins le cas entre la voiture particulière et les bus. Mais encore une fois, la performance énergétique, environnementale d'un mode de déplacement est très variable selon l'usage qui en est fait. Est-ce que c'est un bus qui roule vide ou pas ? Quel type de matériel roulant ? Donc, c'est extrêmement variable. Mais dans les grandes lignes, il y a vraiment beaucoup moins d'émissions pour les modes dits ferrés ou lourds de type tramway, métro et TER. Après, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. La question environnementale, elle se limite pas à cette question des émissions. Il y a bien entendu plein d'autres éléments à prendre en compte. La question de l'impact sur le foncier, l'emprise spatiale de certaines offres de transport, d'infrastructure. Et là, si on s'attarde sur cette question, clairement, un mode de transport tel que le tramway, un métro ou un mode ferroviaire prend beaucoup moins d'espace que n'en prend la voiture pour faire se déplacer une même personne. Donc, cette dimension, en tout cas, elle est très importante, cette dimension écologique, d'intégrer aussi ces questions d'enjeux d'artificialisation et puis la dimension un peu d'analyse du coût écologique global d'un mode de déplacement. Alors, pardon, mais je comprends pas très bien pourquoi se déplacer en voiture, ça a plus d'impact sur l'artificialisation des sols que des bus ou, je sais pas moi, des métros où on imagine que là aussi, en fait, c'était quand même il y avait besoin d'infrastructures, ça occupe de la place. Alors, c'est plutôt par rapport à la question de l'infrastructure routière qui prend beaucoup plus d'espace et d'artificialisation qu'un mode qui va transporter beaucoup plus de personnes de manière plus concentrée, on va dire. Ça, c'est vraiment sur l'emprise de ces infrastructures. Après, c'est des effets aussi plutôt sur la dynamique territoriale que le développement de ce qu'on peut appeler le système automobile, le système de dépendance automobile, a participé aussi à des formes d'étalement urbain, de dispersion des ressources qui participent à des formes d'artificialisation. Alors ça, justement, c'est important puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles la voiture occupe une place tellement importante, par exemple dans les trajets domicile-travail. C'est quoi aujourd'hui la proportion des usages entre la voiture, les transports en commun pour ce type de déplacement ? Quand on regarde la mobilité locale, donc c'est-à-dire les déplacements de moins de 80 km, en gros, la voiture, c'est 64% des déplacements. Les transports en commun, c'est 8% des déplacements. La marche, c'est 24% des déplacements.
Là, je vous parle en termes de nombre de déplacements. Maintenant, si on regarde en termes de kilomètres parcourus, ce qui est quand même intéressant par rapport à ces questions écologiques, la voiture, c'est 83% des kilomètres parcourus, les transports en commun, c'est 11%, et le vélo et la marche, c'est 4% des kilomètres parcourus. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce que représentent ces transports en commun pour les déplacements quotidiens, et c'est autour de 11%, avec des différences qui sont très marquées. Oui, c'est ça. J'imagine que d'un point de vue territorial, c'est pas du tout la même chose qu'on soit en région lyonnaise, nantaise ou en région parisienne, ou qu'on soit en Corrèze, pour parler d'un endroit que je connais bien, où il y a très peu de transport public. Et donc, en fait, on peut pas comparer forcément les vies des gens et leur manière de se déplacer. En gros, en région parisienne, c'est 25% des déplacements qui sont faits en transport en commun. Quand on va dans des agglomérations, des métropoles autres que l'Île-de-France, on est autour de 10%. Dès qu'on bascule dans des agglomérations, des villes moyennes, 5%. Et dans les territoires ruraux, c'est 3%. Donc, on peut dire, bah oui, c'est parce que c'est une question d'offre de transport. En Île-de-France, il y a beaucoup d'offres de transport en commun, il y en a beaucoup moins dans les territoires ruraux. Certes, c'est une question d'offre de transport, mais c'est aussi toute une question d'organisation territoriale qui fait que dans ces espaces ruraux, les ressources sont éloignées. Quand vous voulez aller à une boulangerie, aller dans un commerce, parfois le seul mode de déplacement possible, c'est l'automobile. Donc ces différences, elles sont très marquées entre les territoires et aussi au sein des territoires. Et ça, c'est très important lorsqu'on regarde les territoires métropolitains, entre le centre-ville et les périphéries. En gros, on a un rapport de 2 à 3 en termes d'usage des transports collectifs. Mais est-ce que ça, c'est le cas aussi dans des endroits où il y a des infrastructures de transport collectif qui existent? C'est-à-dire que peut-être, c'est une mauvaise piste, mais on s'imagine aussi que parfois le fait de prendre les transports publics, c'est un peu un marqueur social, c'est-à-dire que ça concerne une partie de la population plus qu'une autre, et donc il y a des gens qui, de toute façon, même s'il y a sur leur territoire des transports publics, ils préfèrent quand même prendre leur voiture. Il y a des nettes différences entre les ménages qui sont les plus modestes, qui vont être beaucoup plus utilisateurs des transports collectifs, c'est à peu près 13% de leurs déplacements en transport collectif, alors que les ménages les plus aisés, c'est à peu près 8% d'usagers des transports collectifs. Donc, effectivement, il y a des différences. Il y a aussi des questions de représentation sociale associées à certains modes de déplacement. Par exemple, on sait que le bus est dans les catégories aisées, vu comme un transport collectif pas forcément valorisé. Donc, effectivement, il y a des différences. Il y a des différences aussi, alors sociales, mais aussi en fonction de l'emploi. On voit, et là, c'est un peu inversé. Par exemple, si on regarde la région parisienne, les cadres, pour aller au travail, utilisent beaucoup plus les transports collectifs. C'est autour de 50% de leurs déplacements pour aller au travail qui font en transport collectif, que les ouvriers. C'est 40% des déplacements de domicile-travail des ouvriers. Pourquoi ? C'est pas qu'une question de revenus, là, au contraire, c'est une question aussi de comment est localisé l'emploi. On sait qu'en Île-de-France, l'emploi cadre est mieux localisé dans des zones plus centrales, plus proches des transports en commun, que l'emploi ouvrier qui s'est beaucoup périphérisé. Notamment, on peut penser à l'emploi logistique, enfin, différents types d'emplois qui sont ouvriers, qui sont localisés dans des zones moins bien desservies en transport collectif. Donc, cette dimension de l'organisation territoriale, à la fois en termes de localisation de l'emploi, de l'habitat, des autres types de ressources, ressources liées à la santé, aux équipements, etc., est assez importante dans ce qu'on peut appeler le choix modal, c'est-à-dire le fait de choisir un mode de déplacement plutôt qu'un autre. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres critères? On a parlé des revenus, aussi de cette carte du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui font des différences d'usage des transports en commun? Il y a 2 autres éléments différenciants qui sont intéressants à noter. C'est la question du genre. On sait que les femmes marchent plus, utilisent plus les transports en commun que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont moins accès à l'automobile. Et les écarts, en gros, c'est quand même 2 points en termes d'usage des transports en commun. Elles utilisent à peu près 10% de leurs déplacements sont faits en transport collectif, alors que c'est 8% des hommes. Donc il y a quand même des différences de genre en matière de mobilité. Et puis aussi en fonction de l'âge. Les jeunes utilisent beaucoup plus les transports en commun que les personnes plus âgées. C'est par exemple pour les 18-24 ans, autour de 20% de leurs déplacements dits contraints qui sont faits en transport collectif, alors que c'est beaucoup moins important pour les plus de 65 ans et plus de 75 ans. Alors là, il y a des effets générationnels. Mais c'est des différences qui sont importantes aussi à considérer quand on pense une politique de mobilité qui soit aussi adaptée à des profils d'individus qui sont différenciés.
Alors, si on peut regarder maintenant l'impact du développement d'un réseau de transport en commun, est-ce que ça marche? C'est-à-dire, est-ce que ce que les spécialistes appellent le report modal, le fait de changer de moyen de transport, est-ce que si un maire ajoute des lignes de bus, alors moins de gens prennent leur voiture? Est-ce que ça fonctionne? Alors non, disons que ça suffit pas, d'augmenter, l'offre de transport et ça on le sait, c'est montré. Quand on regarde en fait, depuis les années 90, en gros le développement assez important de l'offre de transport collectif dans les espaces, métropolitains, on voit que ça a eu un effet net sur l'augmentation de la fréquentation des transports collectifs. Il y a beaucoup plus d'usagers, qu'auparavant. Par contre, ça n'a pas forcément bouleversé les, parts modales, c'est-à-dire la répartition, des différents modes, dans, les déplacements. Pourquoi? Parce qu'en parallèle, la mobilité automobile a continué à augmenter, les déplacements ont continué à augmenter et donc la part relative des transports collectifs, elle a relativement peu évolué. On estime qu'elle a augmenté peut-être d'1 point, alors que l'offre a vraiment considérablement augmenté. Donc ce que ça veut dire, c'est que la question du report modal, c'est pas qu'une question d'offre. Certes, c'est une question d'offre. Est-ce qu'on peut avoir à disposition, à proximité, un service de transport collectif qui est fiable, qui est régulier, qui m'emmène là où j'ai envie d'aller? Mais c'est aussi la question de l'avantage comparatif de ce mode de déplacement par rapport à d'autres modes de déplacement et notamment l'automobile. Donc on sait qu'on pourra agir, on pourra favoriser, encourager à l'usage des transports collectifs que si en parallèle, disons, l'avantage comparatif de la voiture diminue. Et pour diminuer cet avantage comparatif, c'est un terme un peu, peut-être un peu barbare, mais c'est contraindre un peu l'usage de la voiture, réduire sa place dans les espaces urbains, rendre aussi les transports collectifs, certes plus attractifs, mais aussi jouer beaucoup sur l'organisation spatiale. Je pense que c'est aussi un des leviers qui est important, reconfigurer un peu le territoire pour qu'il soit plus articulé aux offres de transport en commun. Alors, on va revenir sur ce point et notamment ce point très important que vous évoquez, qui est la contrainte vis-à-vis du système automobile. Mais avant ça, pour bien comprendre comment on fait pour développer une offre de transport en commun aujourd'hui, c'est quoi les difficultés qui se posent? Parce que moi, j'imagine bien que la difficulté principale, c'est que ça risque de coûter cher, de développer des métros, des tramways, parce que c'est des infrastructures assez lourdes. Comment c'est financer les transports publics? Qu'est-ce que ça pèse, le prix du ticket de bus, dans le financement? Il y a 3 sources de financement. La première source principale, c'est ce qu'on appelle le versement mobilité. Donc, c'est un prélèvement sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés. Ce versement mobilité, c'est une création historique, ça date des années 70. Ça a été un levier considérable pour la relance des transports collectifs et aujourd'hui, c'est la principale source de financement des collectivités. 40% des coûts liés au fonctionnement des investissements en matière de transport locaux qui sont financés grâce à ce versement de mobilité. 15%, c'est les tickets payés par les usagers et 30%, c'est les budgets des collectivités et le reste, c'est de l'emprunt. Donc, ce qu'on voit, c'est les collectivités dépendent beaucoup à la fois de leurs finances et puis de ce versement mobilité. Et donc ça veut dire que en réalité, le prix du ticket, le prix payé par les usagers, ça représente pas grand-chose dans le coût des transports publics. Est-ce que ça, parce qu'on pourrait le voir de deux manières, est-ce que ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire se dire après tout finalement c'est pas grave que le métro ou le tram coûte plus cher ou moins cher, ou est-ce qu'en fait c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que finalement les gens contribuent pas tant que ça au fait que on développe les transports publics près de chez eux? Là, vous touchez à un point vraiment fort même du débat entre les experts ou même des transports ou même entre des élus sur cette question du financement des transports collectifs. Ce qu'on appelle le taux de couverture, donc des coûts liés au transport collectif par le ticket, il a effectivement diminué. On voit que sur le temps long, cette part, elle est de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que les autorités organisatrices de la mobilité ont pris le parti d'avoir des tarifications attractives pour remplir aussi les réseaux de transport collectif. Et donc, soit des dispositifs de tarification sociale, soit des tarifications préférentielles pour les jeunes, pour les personnes âgées, etc., pour inciter à l'usage des transports collectifs. Et aujourd'hui, elles sont un peu coincées. Parce que si, effectivement, elles cherchent des nouvelles sources de financement,
une option serait d'augmenter les tickets, mais en même temps, les effets sur justement un report modal mais inverse sont difficiles à mesurer. Et elles veulent pas non plus prendre le risque politique déjà d'augmenter les tarifs, mais aussi le risque que ça se traduise par un moindre usage de leur réseau de transport public. Donc c'est un point de débat important et qui s'inscrit dans des réflexions sur comment est-ce que les collectivités peuvent trouver d'autres moyens pour augmenter en fait leurs ressources pour financer leur réseau de transport public et plus largement leur politique de mobilité. Elles sont assez contraintes, à la fois parce qu'elles veulent pas toucher aux tickets, c'est compliqué, à la fois parce que le versement mobilité, cette fameuse prélèvement que j'évoquais, et on a atteint un peu le maximum de ce qui peut être prélevé dans certains territoires auprès des entreprises. Donc, elles compensent principalement en affectant une partie de leurs ressources sur le financement de la mobilité, mais c'est aussi des arbitrages pour elles qui peuvent porter à discussion, en tout cas dans certains territoires. Oui, mais est-ce que baisser le prix du ticket, ça marche? C'est quoi qui a un impact sur les changements de comportement des usagers pour qu'ils prennent plus les transports? Ce qui est sûr, c'est que la question de l'attractivité de l'offre de transport collectif, c'est un élément de la solution. C'est sûr qu'on ne pourra pas inciter à l'usage des transports collectifs si les transports collectifs sont pas fiables, sont trop chers, fonctionnent mal. Mais c'est un élément de la solution. Dans les autres éléments, il y a effectivement l'articulation de cette offre de transport collectif avec les autres offres de mobilité. Il y a la question de l'organisation spatiale, j'y reviens, mais c'est vraiment très important, cette question de à quoi on a accès quand on utilise un transport collectif, et puis des questions aussi de changement de comportement. Et là, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes de collectivités qui ont, je pense notamment à la région Picardie, qui avait fait au cours des années 2010 une initiative auprès d'usagers en leur donnant des abonnements gratuits pour le TER pendant une durée limitée, c'était 1 ou 2 mois, et ensuite suivait en fait les changements de comportement. Et ça, c'est toutes ces démarches qu'on appelle de marketing individualisé ou d'accompagnement un peu personnalisé au changement, qui peuvent être un des petits coups de pouce en plus pour inciter à des changements de comportement, mais qui sont pas suffisants, mais qui sont peut-être combinés à cette question de l'action sur l'offre et puis l'action sur l'organisation spatiale. Il y a aussi un autre sujet qui va avec cette question, c'est ce qu'on appelle de manière un peu barbare l'intermodalité. Je vais prendre ma voiture, puis un métro ou un vélo en libre-service, c'est-à-dire la combinaison des modes de déplacement. Ça, maintenant, c'est encouragé par la loi depuis quelques années et ça progresse, même si ça a toujours existé, mais ça progresse quand même de plus en plus. Auparavant, il y avait déjà des initiatives pour améliorer ce qu'on appelle l'intermodalité, l'articulation des offres de transport, que ce soit l'aménagement de parking vélo autour des gares, la coordination des offres de transport, le fait qu'un bus arrive à l'heure avant que le train parte, etc. La tarification aussi intermodale. Il y a plein de régions qui mettent en place des initiatives où vous avez un seul support pour plusieurs billets de transport urbain et billets TER. C'est par exemple la région de Normandie avec le dispositif À tout mode, mais c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup. Et puis, quand même, un accent dans l'investissement sur ce qu'on appelle aussi les pôles d'échange multimodaux. Le fait d'aménager un peu massivement des parkings vélos autour des gares TER, des lieux pour permettre aussi ce rabattement sur les réseaux de transport collectifs un peu lourds. Et cette dimension intermodale est très importante, notamment dans les territoires ruraux ou périurbains, où clairement la question de la mobilité partagée, elle va beaucoup se poser autour de l'automobile. Et donc, comment est-ce qu'on permet à la fois des usages partagés, que ce soit le covoiturage, où on voit bien qu'il y a pas mal de collectivités qui se sont saisies de cette question, qui font des plateformes de covoiturage qu'elles gèrent elles-mêmes hors de dispositifs marchands, par exemple. Mais aussi comment on organise la possibilité pour ces habitants des territoires ruraux de facilement accéder à des modes de transport collectif un peu plus lourds qui vont les amener rapidement dans les centres-villes. Ce que je trouve pas facile en fait là-dedans, c'est que pour un certain nombre de gens qui sont habitués à prendre leur voiture, surtout s'ils vivent pas en centre-ville, s'ils vivent en zone rurale ou en zone périurbaine, en fait, l'avantage comparatif de la voiture, il est quand même là la plupart du temps. C'est-à-dire entre je prends ma voiture pour aller déposer mes enfants à l'école, faire mes courses, plutôt que je vais me faire emmener en covoiturage à un endroit où je vais prendre un bus qui va ensuite m'amener prendre un autre bus pour que je vais l'attendre pour revenir. Enfin, il y a un côté où
je sais pas, ça me semble pas toujours super réaliste de se dire qu'il y a des endroits dans lesquels on peut vraiment développer des transports publics. Est-ce que il y a des endroits dans lesquels il vaut mieux se dire, bon, bah, en fait, c'est pas grave, là, c'est la place de la voiture, et les transports publics, c'est dans des endroits qui sont plus denses? C'est sûr que, disons, dans le cocktail d'offres de mobilité qui est en train d'être mis en place et auquel les collectivités réfléchissent par rapport à ces enjeux de transition, pour les territoires ruraux, c'est difficile de se dire qu'on pourra se passer de l'automobile. Après, c'est pas forcément là que sont aussi les plus gros enjeux en termes d'émissions. Il y a des questions, des enjeux d'accès aux ressources. Il y a des collectivités qui mettent en place des services de transport à la demande, par exemple. Je pense à la métropole de Rouen, Normandie, qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Philor, donc de transport à la demande, qui est un petit bus qui va aller chercher des personnes qui sont non motorisées pour les amener à des endroits pour faire ce dont elles ont besoin. Mais effectivement, dans ces territoires, la voiture sera sûrement dominante. En termes d'émissions, ce qu'on sait, c'est qu'en gros, le gros enjeu, c'est sur les liaisons entre centre et périphérie. Donc, c'était un rapport du Sénat assez récent, l'année dernière, qui disait qu'en gros, 50% des émissions liées à la mobilité quotidienne en voiture se jouaient dans ces déplacements centre-périphérie. Si je suis ce que vous dites, en fait, il faut travailler en priorité sur les trajets pour aller au travail depuis la périphérie vers le centre urbain, et puis inversement, pour rentrer chez soi. Et donc, une des réponses, c'est ce dont on parlait juste avant, cette intermodalité, le covoiturage plus le métro, ou le vélo partagé. Mais est-ce que ça marche, ou est-ce que c'est juste une vie de l'esprit? Tout dépend en fait de est-ce que en faisant le trajet que vous venez de décrire, est-ce que je vais plus vite qu'en voiture? Et là, disons le principal atout pour les transports collectifs, c'est la congestion dans les centres urbains. Et tout dépend en fait effectivement de en face, est-ce que la voiture reste plus rapide ou pas? Mais il y a quand même aussi autre chose, c'est que pour que les gens puissent prendre plus les transports en commun, il faut quand même qu'ils aient confiance. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Je repense à l'exemple que vous preniez de la région Picardie. Bon, je sais pas, moi par exemple, je connais bien le TER Amiens-Paris. Bon, bah c'est une ligne qui est pas très fiable. Et donc les gens qui font ce trajet-là pour aller travailler, ben ils ont toujours un doute de savoir si leur train il va arriver à l'heure, ou il va pas arriver du tout, ou il va être annulé. Et donc ça c'est quand même un gros sujet, puisque du coup, enfin, ça me fait penser que à la fois, il y a besoin d'investir pour développer des nouvelles lignes, mais il y a aussi besoin de faire en sorte que les lignes de TER ou de métro ou de tram ou de bus, elles soient aujourd'hui suffisamment fiables pour que les gens puissent compter dessus, non? Oui, alors c'est tout l'équilibre, parce que quand on dit développer l'offre de transport collectif, c'est pas forcément développer des nouvelles lignes. C'est aussi renforcer les réseaux existants et leur fiabilité, la qualité de ces réseaux. Alors, si vous prenez l'exemple du transport ferroviaire, on sait que l'infrastructure ferroviaire, elle est pas dans un excellent état, et donc il y a toute une série d'investissements à faire pour vraiment rendre cette infrastructure de meilleure qualité pour derrière garantir des circulations qui soient plus fiables. Mais ça concerne aussi les transports urbains plus centraux. On sait que, par exemple, c'est les cas de congestion dans les transports collectifs. Enfin, le fait qu'il y ait des lignes qui soient fortement utilisées, saturées. Ça a été fait aussi à Montpellier, de travailler sur ce qu'on appelle la gestion de la pointe en décalant les horaires de début de cours à l'université. Parce qu'une partie de la saturation du réseau le matin était liée au fait qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui prenaient tous à la même heure. Et en décalant les horaires de cours, ils ont permis de gérer aussi cet afflux de voyageurs. Donc ça, c'est des exemples peut-être un peu anecdotiques, mais sur la manière dont on peut aussi réfléchir à la qualité de ces offres de transport existants et pas forcément seulement au déploiement de nouvelles infrastructures ou de nouvelles lignes. Alors, si on regarde maintenant ce qu'il est possible de faire, je retiens que développer les transports collectifs, en fait, ça suffit pas forcément pour que les gens abandonnent leur voiture. Alors, ça serait quoi une politique prioritaire à mettre en place pour rééquilibrer, justement? Une politique, c'est difficile à dire parce que ça serait un peu illusoire de penser que ça serait un type d'action qui permettrait de résoudre le problème. Une approche différenciée d'un point de vue territorial, une approche aussi qui assume la question de réduire en fait la place de l'automobile
et la lutte contre le système de dépendance automobile. Et aujourd'hui, autant j'ai dit que les politiques publiques étaient assez en faveur du développement des alternatives à l'automobile, autant on voit aussi ces dernières années un discours qui reste quand même très ambigu sur la question automobile. Et on voit bien que l'option qui se dessine, même au niveau gouvernementale, c'est quand même celle de l'option de l'électrification qui résoudra une grande partie des problèmes sans toucher au système de dépendance automobile. Et on le voit très bien, on peut regarder le dernier schéma directeur de la région Île-de-France, là, qui suit un processus pour être adopté, ou son nouveau plan de mobilité. C'est très marquant, en fait, cet accent assez assumé sur la question de la décarbonation par l'électrification, plus que par un changement vraiment du système de dépendance automobile. Donc, il y a des questions de choix politiques. Il y a effectivement réfléchir à différents services de transport, leur articulation, penser aussi aux territoires plus périphériques. On sait qu'il y a des réserves pour penser les alternatives dans ces territoires. On le dit souvent, mais 40% des déplacements font moins de 5 km. On sait qu'il y a du potentiel. Et puis, la question des politiques d'aménagement. Et quand je parle de politique d'aménagement, c'est pas seulement dire il faut densifier l'urbanisation, en particulier autour des transports collectifs. On sait que ces dernières années, les choix en termes de géographie de l'offre de soins, géographie de certains équipements publics, sont pas en faveur, en fait, des localisations les mieux accessibles en transport collectif, les localisations les plus centrales. Donc, il y a un certain nombre de politiques qui amènent, par exemple, un déclin de l'offre de services publics dans les territoires qui, par ricochet, ont des effets sur l'avantage comparatif de l'automobile, puisqu'on a moins de services publics dans des centres urbains, dans des zones bien desservies en transport collectif, dans des zones centrales. Enfin, il y a un certain nombre de politiques publiques. Ça peut être aussi la production de logement social, par exemple, qui se fait de plus en plus périphérique et qui pose aussi des questions d'accès pour certains habitants à revenus modestes à l'offre de transport collectif. Et puis, on a aussi très peu d'actions sur la localisation de l'emploi. Et on sait très bien que tant qu'on ne régulera pas la localisation de l'emploi et qu'on continuera de créer des zones d'activité dans des territoires qui sont très éloignés de l'offre de transport collectif, on alimentera encore le système de dépendance automobile. Mais est-ce qu'il y a des territoires qui y arrivent? Est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels, justement, on arrive à prendre en compte de manière un peu transversale la répartition de l'emploi, des services publics, la manière dont fonctionne la vie des gens, où sont les collèges, les hôpitaux et tout ça, pour arriver à penser une politique de déplacement qui permette un meilleur équilibre? Un exemple qui me vient en tête, c'est le cas de la métropole de Nantes, qui à la fois mis à une réflexion sur la question de la densification résidentielle, mais aussi sur la question de la proximité. Alors, avec un modèle qui est peut-être un peu caricatural, qui serait ce modèle de la ville de quart d'heure, qui a plein de limites et qui est qui porte à débat. Mais par contre, en termes de réalisation, réfléchir en termes de proximité, de comment les gens accèdent à certaines ressources sans forcément avoir besoin d'ailleurs d'utiliser les transports en commun ou d'accéder à une mobilité, et réfléchi de manière assez intéressante, je trouve, à Nantes. On a aussi d'autres initiatives dans des territoires plus ruraux, d'amener aussi les ressources aux habitants. Alors, ça peut être des bibliobus, des bus qui vont offrir un certain nombre de services publics, qui vont aller au contact des personnes. C'est deux exemples assez différents, mais qui sont intéressants, il me semble, dans la mesure où on ne réfléchit pas en termes de mobilité, en termes de comment report modal, qui est un peu un mantra qui a aussi ses limites, mais plutôt à comment on permet aux gens d'accéder à des ressources écologiques, avec un moindre impact environnemental, et puis aussi en réponse à des enjeux sociaux. Alors, il y a un autre débat qui existe, et vous en avez parlé un peu, c'est la question de la gratuité des transports en commun. Il y a un certain nombre de villes, dont Dunkerque, la ville du ministre des Transports, Patrice Vergrit, qui pratique la gratuité des transports. Est-ce que ça marche? Est-ce que quand les transports sont gratuits, il y a plus de gens qui prennent les transports et moins de gens qui prennent leur voiture? Ou est-ce que ça ne suffit pas? Sur cette question de la gratuité, effectivement, il y a plusieurs villes qui ont mis en place une gratuité. Alors, on peut parler l'exemple que vous mentionnez, c'est une gratuité totale, en fait, pour tous. Ce qu'on voit, c'est que la gratuité a un effet sur la fréquentation des transports collectifs. Alors,
Après, en déduire que ça a un effet sur le report modal, c'est très compliqué. C'est difficile, en fait, de dissocier l'effet de la gratuité d'autres facteurs explicatifs. Souvent, quand il y a la gratuité, il y a aussi un investissement dans le développement des offres, plus de bus, plus de services. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a certainement une part de report modal. Alors, est-ce que c'est des automobilistes? Est-ce que c'est des anciens cyclistes ou des anciens marcheurs? C'est difficile de le dire et les études ne permettent pas en fait de le démontrer. Et deuxièmement, on sait aussi qu'il y a du trafic qu'on dit induit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la gratuité va générer des nouveaux déplacements. Donc d'un point de vue report modal, c'est difficile de dire la gratuité, c'est une bonne ou une mauvaise mesure. Par contre, c'est plutôt d'autres effets aussi qui sont à considérer sur la gratuité. Il y a différentes études qui sont menées notamment par l'Observatoire des transports gratuits qui montrent bien qu'il y a des enjeux sociaux dans ces mesures de gratuité. C'est aussi permettre une mesure sociale parce qu'on sait qu'il y a certes de la tarification sociale dans les transports, mais en gros, il y a 40% des gens qui ont droit à cette tarification sociale qui ne font pas appel à leurs droits. Donc, en rendant le transport en commun gratuit, en gros, on ouvre, il n'y a plus de contraintes sur cet aspect-là. Et puis, on voit aussi que ça a des effets qui peuvent être des effets plus territoriaux, notamment sur la fréquentation des centres-villes, sur la fréquentation des commerces, etc. Et les collectivités qui les mettent en place, si on prend l'exemple de Montpellier, c'est une mesure qui n'est pas qu'une mesure pour favoriser le report modal, c'est aussi une mesure pour favoriser l'attractivité du centre-ville de Montpellier par rapport à des enjeux sur le retour au centre, dans certaines villes, l'attractivité résidentielle, etc., etc. Donc toute une série d'autres enjeux politiques qui justifient pour certaines collectivités d'avoir recours à la gratuité. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la pénalisation un peu du système voiture. C'est-à-dire, on imagine bien que limiter l'étalement urbain, pénaliser l'usage de la voiture, c'est pas les trucs les plus populaires. Politiquement, c'est difficile à porter pour des élus. Est-ce qu'il y a des manières de faire ça qui puissent rendre ces politiques-là plus acceptables pour une partie de la population qui risque sinon de se considérer comme étant pointée du doigt dans ses choix de mode de vie? Oui, c'est un peu la boucle, c'est que là, on prenait l'exemple de la gratuité. La gratuité, clairement, des transports collectifs, elle peut être pensée par certains comme une mesure pour compenser en fait des mesures justement de contraintes sur la mobilité automobile. Le développement de l'offre de transport collectif, c'est quand même, effectivement, c'est difficilement acceptable de dire qu'on va contraindre l'automobile sans proposer d'alternatives. Donc, c'est à la fois les transports collectifs, le vélo est souvent cité comme une manière aussi d'amener sur certains types de déplacements, ça peut être une alternative. Il y a aussi toutes les réflexions sur la question de la marchabilité, qui sont importantes aussi en lien avec les transports collectifs parce qu'on voit qu'il y a des effets parfois de lien entre certains types d'usages. On sait que la marche amène plus au transport collectif que la voiture. Enfin, en gros, il y a des modes qui vont un peu ensemble, quoi. Ça peut se combiner. Voilà, ça se combine. Et donc, il y a des études qui montrent que, par exemple, si on améliore la marchabilité des espaces urbains, c'est aussi une certaine pratique de mobilité qui va être aussi plus favorable au fait d'utiliser le transport collectif que des modes plus individuels de type voiture. Une sorte de pratique modale, on va dire. On a vu qu'il y avait un certain nombre de difficultés pour accentuer le développement des transports en commun, pour faire en sorte qu'ils prennent plus de place dans notre vie. Qu'est-ce qui vous donne malgré tout de l'espoir qu'on peut aller dans la bonne direction ? Je pense qu'effectivement, il y a eu un changement d'approche sur la question des transports collectifs. Clairement, les agendas actuels autour de la question de la transition sont quand même très importants, notamment dans un certain nombre de métropoles, qui a aussi de plus en plus d'approches un peu combinées des différentes offres de mobilité. On peut dire que je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. Alors, je ne voudrais pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous vivez cette transition d'une manière plus personnelle. Déjà, est-ce que vous prenez les transports en commun ? Je reprends les transports en commun. J'étais passée au vélo. Mais il se trouve que mon vélo a été volé. Donc, j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle l'importance de la rupture ou la crise dans le changement modal.
Donc, les grèves de je ne sais plus quelle année avant le Covid avaient eu un effet dans ma bascule vers le vélo. Le vol de mon vélo m'a amenée à retourner vers les transports collectifs le temps que je me rachète un vélo. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une BD, une œuvre de fiction sur ces sujets-là qui vous a particulièrement inspiré ou que vous aimeriez partager ? C'est pas un livre de fiction, c'est un livre peut-être un peu trop universitaire, mais il y a un ouvrage qui est paru récemment à la découverte qui s'appelle Les naufragés du Grand Paris Express, qui a été rédigé par Anne Clerval, donc qui est géographe, et Laura Wojcik, qui est journaliste, et qui est une sorte d'analyse en fait des effets, de discussion sur les effets un peu socio-spatiaux du projet de métro, en prenant l'angle d'habitants, de classes populaires de la périphérie de Paris, qui est à mon sens assez intéressant dans la mesure où il porte une interrogation en termes de justice sociale vis-à-vis d'un projet d'infrastructure qui aujourd'hui reste à débattre, me semble-t-il, et qui a été progressivement légitimé et qui fait l'objet finalement d'assez peu de mise en débat public. Donc je trouve que cet ouvrage permet en fait d'aborder un peu cette question des effets en fait sociaux de ce projet. Merci Juliette Molin. Merci. Il y a beaucoup de choses que je retiens dans cette conversation avec Juliette Molin. La première, c'est que je me suis rendu compte, pendant l'enregistrement de cet épisode, qu'en fait, je posais la mauvaise question. Moi, je voulais faire un épisode sur comment faire pour avoir plus de transport public. Et donc pour moi, le sujet, c'était on n'a qu'à rajouter des métros et des bus partout où on peut. Mais en fait, c'est pas parce qu'on met 2 fois plus de bus qu'on fait automatiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, il faut développer les transports en commun, les rendre plus fiables et bien identifiés. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'explique bien Juliette Molin, c'est qu'il faut d'abord mieux penser le territoire, rapprocher les habitations des lieux de travail, les services publics, les commerces. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une bonne manière de penser une politique de transport. Elle ne peut pas être pensée sans développer en même temps les services dont on a besoin pour vivre heureux à côté de chez nous. La deuxième brique du raisonnement, c'est que pour que tout ça marche, il faut aussi pénaliser le système de la voiture individuelle. C'est sûr, dit comme ça, c'est pas très sympa et pas très populaire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment le choix. Pour baisser les émissions du transport, il faut que moins de gens se déplacent en voiture. Et donc là aussi, il faut mettre en œuvre dans le territoire des politiques qui rendent la vie en voiture moins facile. C'est souvent des politiques que les gens détestent au moment où elles sont prises. Mais dans certains cas, au bout de quelques années, les habitants se mettent à trouver ça super bien. J'en sais quelque chose, je suis lyonnais et je me rappelle du moment où les quais du Rhône étaient un vaste parking. Maintenant, c'est une énorme piste cyclable avec des terrasses et des jeux pour enfants. À l'époque, ces changements avaient fait hurler une partie des habitants, mais aujourd'hui, personne ne demanderait de revenir en arrière. L'autre chose que je retiens, c'est que la gratuité des transports, ça peut être une option intéressante, mais en fait, là aussi, ça suffit pas. Si on veut que ça marche, il faut développer et rendre plus fiable le réseau existant, maintenir des services publics sur le territoire, développer des pistes cyclables sécurisées, etc. Ça me fait penser à ce que disait le chercheur Aurélien Bigot à propos de la voiture individuelle dans un autre épisode de ce même podcast. Il disait que si ce système de la voiture individuelle fonctionne si bien et semble si confortable, c'est parce qu'il y a en fait tout un écosystème qui lui permet justement de bien fonctionner. Des parkings, des réparateurs, des concessionnaires, etc. Il nous manque parfois la même chose pour le vélo, la marche, les transports publics. Un écosystème de réparateurs de vélos, des fontaines à eau pour pouvoir s'arrêter boire un coup, des lieux de marche sécurisés, des abribus confortables et accueillants, et plein d'autres choses à inventer encore. Une dernière chose quand même. Je trouve finalement que l'un des points les plus difficiles là-dedans, c'est la question de la voiture. Beaucoup de gens ne peuvent pas renoncer à leur voiture, et dans beaucoup de territoires, on ne pourra pas mettre partout des bus ou des métros. Je trouve qu'une des pistes à court terme, c'est quand même de développer des lignes de covoiturage, comme le font certains départements ou des entreprises comme Ecov, par exemple, avec l'idée qu'on utilise toutes les infrastructures existantes, on met juste plus de gens à l'intérieur d'une même voiture. Et donc, on a moins de voitures sur les routes. Ça fait moins rêver que d'avoir des voitures volantes, mais c'est une option tout à fait réaliste qui existe déjà, qu'on pourrait développer à très court terme. Sur ce point-là, comme sur tous les autres, je serais ravi d'avoir vos avis et vos critiques à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la saison 5 de Chaleur Humaine, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé et mise en musique par Amandine Robillard. J'en profite pour vous dire que Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur les enjeux de la transition climatique. Et puis Chaleur Humaine, c'est toujours un livre que vous pouvez trouver dans votre librairie favorite. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie d'essayer cette ligne de bus qui passe en bas de chez vous et que vous n'avez jamais essayé, ou de vous mettre à la marche à pied. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et un plat de cœur d'artichaut à la crème de sésame à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Et si vous en avez marre des emails, vous pouvez m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013, Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, vous pouvez le partager à vos amis pour en discuter et vous pouvez ajouter des commentaires et des étoiles. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là puisque vous êtes encore là et parce que la saison des aubergines s'approche à grands pas, je vous partage la recette de l'un de mes plats préférés, la moussaka à la libanaise. À Beyrouth, on appelle ça msa'a. Vous prenez 4 grosses aubergines, vous les coupez en quartiers, un peu gros, vous les arrosez d'huile d'olive et de sel et vous les mettez au four 25 minutes à 180 degrés. Il faut mettre pas mal d'huile d'olive quand même. Pendant ce temps, vous faites revenir dans de l'huile d'olive encore, 2 gousses d'ail écrasées, 2 oignons émincés, vous pouvez ajouter un peu de muscade moulue, des clous de girofle, un peu de gingembre aussi si vous voulez. Et quand les aubergines sont prêtes, vous les ajoutez au reste, puis vous ajoutez 400 g de sauce tomate et 400 g de pois chiches, et puis vous laissez mijoter pendant une demi-heure, peut-être un peu plus. Moi, j'aime la manger bien froide avec du yaourt et du persil, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Allez, on s'approche de la fin de cette saison de Chaleur Humaine. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.